Bonjour. Euh, Désolé, il avait à nouveau un petit souci technique avec les sons. Vous savez que ça m'arrive souvent avec les lives. Je vous disais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Lola, je suis journaliste et reporter. J'ai notamment travaillé pour National Geographic, Le Figaro Magazine, Le Monde Diplomatique. Et actuellement, j'étais une newsletter qui s'appelle L'actu, ces trucs de vieux, qui depuis peu est également un podcast. Et aujourd'hui, je vous ai proposé euh, un, un live autour du lifestyle. Vous étiez assez intéressé. Donc, juste un petit moment. Donc, je la fais pas attendre plus. Je vous présente mon invité. Hop, hop, hop. Ava, est-ce que tu es là? Tu es avec nous? Bonjour. Alors, Ava Skopski, si j'ai bien prononcé, je suis désolée, je suis espagnole et mon accent, c'est pas facile. Ça m'a, ça m'a beaucoup, quand je cherchais à faire un live autour du lifestyle, ça m'a beaucoup intéressé ton profil sur LinkedIn et les articles que tu écris. Tu as une belle plume, félicitations. Et sur LinkedIn, tu donnes pas mal de conseils autour de comment piger pour les lifestyle, comment rédiger des articles pour le journalisme lifestyle. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que je trouve que c'était d'abord très bien fait, que tu avais raison, que tu avais énormément d'expérience. Ça m'a aussi appelé le fait que tu as travaillé en rédaction avant de partir à Da Nang, parce que tu habites au Vietnam aujourd'hui. Dis-moi, il est quelle heure au Vietnam? D'accord. Je connais bien Da Nang. J'étais là-bas en reportage en 2013. Oui, je suis vieille. J'étais là pour National Geographic. 12 ans déjà. Oui, en Non. 2013. Ah oui, d'accord, ok. Parce que là, la ville, elle a tellement changé, c'est incroyable. Le développement est fou. D'accord. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Ava Skupski. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans le journalisme lifestyle principalement. J'ai commencé, donc, du coup, un de mes premiers grands stages en rédaction, c'était chez Glamour Paris à l'époque, donc groupe Condé Nast. J'étais trop contente parce que forcément, groupe Condé Nast, c'est Vogue, Vanity Fair, Glamour, GQ, etc. Donc c'était des gros titres et donc j'étais très fière. Et j'ai adoré mon stage là-bas, qui après a débouché sur. En fait, je suis restée beaucoup plus longtemps que prévu. Je devais rester que 6 mois et en fait, je suis restée pratiquement un an et demi, cumulé plusieurs stages dans différentes rubriques et ensuite pige, parce que j'ai eu une première expérience freelance il y a quelques années, avant de trouver mon CDI. Et donc aussi, bon, j'avais avant bossé aussi pour Mondadori Group, donc pour le média Closer, pour la rubrique mode et beauté. Donc ça m'avait fait déjà une expérience dans un grand groupe et pour un média mode et beauté. Et puis voilà, au fil de mes expériences, après, j'ai trouvé un CDI groupe Cerise, Prisma Media, chez Oh My Mag. Et donc j'ai commencé en tant que chef de rubrique décoration avant d'évoluer à ce poste-là en tant que responsable du pôle lifestyle. Et ensuite, mon ex-boss est parti en congé maternité, donc je l'ai remplacé. Donc j'étais à la fois responsable lifestyle et en même temps responsable éditorial sur plusieurs missions. Donc voilà, et ensuite j'ai décidé avec mon compagnon de partir vivre à l'étranger. Voilà, et donc de me lancer freelance. Et aujourd'hui, je travaille donc pour plusieurs médias qui sont notamment Grazia France, Marie France, Psychologie Magazine, Biba et des motivateurs. Et je fais aussi de la publicité, donc des articles de brand content pour des marques. D'accord. Hop. Pourquoi tu as décidé de
Toi, tu travailles pour la presse lifestyle. Lifestyle, parfois, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Oui, On met dedans le voyage, la mode, la beauté. Et dans 100 postes, justement, tu en parlais. oui, Tu- justement, c'est vrai que ça peut paraître un peu flou quand on dit juste lifestyle. C'est pour ça que j'essaye de démocratiser un petit peu ce terme-là et puis surtout de le mettre en lumière parce qu'en fait, quand je commençais à poster sur LinkedIn, je me rendais compte que bah, j'étais un peu seule. Ou même que le journalisme au global, même en freelancing, n'était pas vraiment représenté. Je me disais, c'est dommage quand même, parce qu'on est quand même nombreux. Et en fait, sur LinkedIn, j'avais l'impression que des journalistes partageaient leurs posts, leurs articles qu'ils avaient faits, mais ils ne communiquaient pas sur le métier. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut aussi donner envie. Et puis aussi, c'est une façon de transmettre. Et voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'aime bien évoquer un peu bah, cet univers lifestyle qui, pour résumer, enfin moi je le résume comme ça, c'est tout ce qui touche au bien-être, à ce qu'on aime, à notre quotidien. Et en fait, c'est tout sauf la politique et l'économie, pour résumer, si je pouvais dire ça. Et en fait, c'est toutes les questions qu'on peut se poser dans notre quotidien, des choses qu'on pourrait souvent juger et stéréotyper de choses futiles, mais en fait, c'est tout ce que tout le monde a toujours voulu. En général, c'est des sujets que tout le monde a envie de connaître ou de se renseigner, etc., sur lesquels ils ont envie de se renseigner. Donc voilà. Pour moi, le Et lifestyle, c'est le est-ce, quotidien, en fait. et est-ce qu'il y a des différences à écrire pour les lifestyle et pour la presse société, la presse économique? Alors bien sûr, et surtout, en fait, la différence dans l'écriture, c'est aussi surtout par rapport aux médias, parce qu'il faut adapter son écriture par rapport à la cible du média et aussi aux médias au sens large. On va pas écrire un article, on va pas écrire un article mode dans le même style sur, par exemple, Grazia. Qui est vraiment premium, mode, etc., que sur je dirais, un challenge luxe où la cible est un petit peu différente, où on va plus parler luxe aussi. Enfin, c'est différent. Ça, on peut trouver des similitudes, bien sûr, mais ça va être quand même différent. Et encore plus si on écrit un article politique ou économie ou autre, on va pas du tout l'écrire de la même manière qu'un article lifestyle. En fait, le lifestyle, ce qui est cool, c'est qu'on peut se permettre beaucoup de liberté euh, dans le sens où moi, dans mon style d'écriture, j'aime beaucoup écrire euh, comme je pourrais parler à mes copines, mais bien sûr avec des formulations journalistiques. Donc, qu'on lise un article et qu'on se dise ah j'aime bien, c'est cool, ça se lit vite, c'est frais, etc. Voilà. Et est-ce qu'il y a tu pourrais parler un peu plus des petites subtilités dans l'écriture? Des petites subtilités dans l'écriture. Tu parles Euh, souvent, tu parles de l'attaque. Comment est-ce on écrit ouais. un article pour les lifestyle? Quelques conseils que tu pourrais donner? Moi, je trouve que l'idéal, c'est de s'inspirer de nos propres questionnements du quotidien. Et en fait, de partir d'un sujet de société, d'une question qu'on peut tous se poser, et de l'écrire comme ça. Donc, par exemple, prendre un article sur, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, prendre un article sur quelle série regarder en ce moment sur Netflix, par exemple. Vu que là, on va rentrer dans l'hiver, etc., je pourrais très bien commencer mon article en parlant des soirées cocooning, de l'envie de se Oh, lever avec un plaid dans son canapé, de boire un chocolat chaud et de dénicher la série parfaite. En fait, j'aime bien un peu faire du storytelling dans le début de mes articles, mais surtout partir du quotidien et donc le rendre assez naturel pour donner envie de poursuivre la lecture et rendre le contenu surtout réaliste, en fait. c'est vraiment intéressant. Et comment tu trouves tes idées de sujets? Alors, mes Des idées idées que de sujet, personne n'a jamais abordées ou que s'ils ont été abordées, c'est très peu. C'est jamais facile dans le lifestyle, je trouve. non, c'est pas facile. Après, je trouve qu'aujourd'hui, on a un accès à l'information qui est dingue et à différents sujets de société qui sont fous.
grâce aux réseaux sociaux, voilà, grâce à la lecture, grâce aux films, etc. Tout. Donc du coup, c'est vrai que ça aide à attiser sa curiosité et donc à découvrir des nouvelles choses et à se poser des questions. Et mais surtout, encore une fois, je reviens sur le quotidien, mais en fait, je pars du principe que si moi, je vais me poser une question sur un sujet dans mon quotidien, je suis sûrement pas la seule. Donc, par rapport à mon parcours de vie, par rapport au voyage, par rapport à la santé, par rapport, enfin voilà, à plein de thématiques, je vais me dire, mais attends, j'ai parlé de ça avec mes copines. Euh, Pourquoi on se pose toutes ces questions-là? Ou alors, mon mec m'a largué hier. Pourquoi je me sens déprimée? Et ben, ok, on va partir sur des sujets plus psychologie. On va interviewer des experts et puis on va. Donc voilà, je vais essayer de partir un petit peu. Ce qui m'inspire, c'est le quotidien et c'est les discussions avec les potes, les proches ou même avec des experts aussi parce que je suis beaucoup en contact avec des experts tout domaine confondu pour mes articles, bien entendu. Et c'est vrai que souvent, on peut partir sur un sujet d'interview et en fait, ils vont me donner tellement de ressources que ça va m'inspirer beaucoup de sujets et du coup, on va décliner sur beaucoup plus de sujets. Donc voilà, donc les réseaux sociaux, le quotidien, les experts et puis qu'est-ce que je pourrais rajouter, sources d'inspiration. Alors après, bien entendu, j'ai mes responsables de différents médias, donc mes différents clients, qui vont aussi parfois me suggérer et me donner des sujets, bien entendu. Globalement, j'ai beaucoup de chance parce que je peux en choisir beaucoup moi-même, mais c'est vrai qu'on m'en donne aussi, voilà, en fonction des audiences, de ce qui fonctionne moins bien, etc. Et ça, tu as parlé des clients, ça m'amène à la question, comment est-ce qu'on prospecte les magazines, les médias, et ensuite, comment est-ce qu'on les fidélise? Oui, alors ça, c'est ce que je dis beaucoup dans ma formation, puisque parallèlement, je ne l'ai pas dit au début, mais bien entendu, sur LinkedIn, je partage beaucoup de conseils et donc je les ai regroupés dans une manière beaucoup plus approfondie dans une formation, un kit de survie du rédacteur et journaliste web, pour donner vraiment toutes les clés pour justement trouver plus de clients, mais aussi se démarquer dans son style d'écriture, etc. Et donc aussi fidéliser ses clients. Donc pour trouver plus de clients, je dirais qu'en fait, déjà, il y a plusieurs leviers. Mais la première, c'est si on peut commencer avec une expérience, je trouve que c'est super parce que ça te permet d'étayer ton réseau. Donc, travailler pour un groupe média, pour une rédaction régionale, peu importe. Voilà, faire des stages au maximum pour essayer de quand même se créer un réseau. Si c'est pas encore possible ou que c'est compliqué, on peut aussi participer tout simplement à des événements, hein, se rendre visible et puis se créer soi-même, c'est se faire un blog, se faire un portfolio, écrire, en fait, se montrer tout simplement. Ça permet du coup de trouver des clients. Donc il y a le réseau principalement. Ensuite, bien sûr, bah, il y a la visibilité. Hein, se montrer sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Ça permet quand même de montrer son expertise parce que je dis toujours, on n'a pas non plus forcément besoin d'avoir une très très grande expérience dans la rédaction web pour écrire et montrer qu'on sait écrire. On peut travailler, ça se travaille, donc on peut apprendre. Même encore aujourd'hui, je pense que tous les journalistes de ce monde le diront, ils continuent de travailler leur plume. Leur plume, elle évolue, elle change au fil des années, au fil des médias, etc. et des collaborations. Donc voilà, donc pour trouver des clients, je pense qu'il faut renforcer son réseau, ne pas avoir peur de se montrer, participer à des événements et puis oser tout simplement, hein, oser envoyer des messages, aller chercher sur LinkedIn, ne pas avoir peur de stalker les responsables des médias ou des Je grands suis groupes. d'accord. Il faut y aller. De toute façon, s'il y a un réseau social qui est professionnel, qui a été inventé, c'est aussi pour ça. Donc voilà, et puis c'est super bien bah, d'oser envoyer des mails avec si possible, quelques idées de sujets, pas trop non plus, hein, faut pas non plus trop en donner. Mais voilà, et puis surtout parler autour de soi. Euh, on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et si on est passionné par ce qu'on fait, je pense on peut trouver des choses. Et puis quand on est dans l'action de vouloir bosser, de vouloir trouver quelque chose, on trouve toujours un moyen de le faire. Et comment est-ce que tu définis ta cible? Comment? Tu- Comment est-ce que tu définis ta cible? Ça veut dire, tu as une idée, Client. et ça va aller à ce magazine, ça va aller Mhm. à l'autre magazine.
Je pense que ça dépend des appétences. On peut aller chercher un client parce qu'on a besoin de travailler, etc. Et c'est OK. Mais ça durera peut-être qu'un temps. L'idéal, Oui. c'est quand même de s'orienter vers des choses, des sujets, des médias, des clients qui nous ressemblent et qui, en tout cas, avec lesquels on peut matcher, quoi. Enfin, c'est comme quelqu'un qu'on rencontrerait. On a envie qu'il y ait un bon feeling, on a envie que ça se passe bien et l'idéal sur le long terme. Donc, du coup, si on est passionné par un sujet, ça va forcément se ressentir à l'entretien, ça va forcément se ressentir dans les papiers. Donc, il y a quand même plus de chances que ça fonctionne, je trouve. Donc, pour définir sa cible, je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur ce qu'on aime, sur ce qu'on a envie de faire, et ensuite tenter sa chance. Et bien entendu, ajuster. On peut aussi très bien s'orienter vers faire un peu des deux, c'est-à-dire que pour des questions de revenus, on peut commencer avec des clients qu'on aime un peu moins, mais pour lesquels on va vraiment montrer rigueur et on va bosser, on va faire notre expérience, etc. Et parallèlement, trouver d'autres clients qui nous voilà, animent plus. Et donc, du coup, on va trouver un équilibre comme ça. Et comment tu fais? Parce que souvent, quand on rentre dans une rédaction, Mhm. c'est à nous de proposer les idées des sujets. Et comment Oui. est-ce que tu fais pour passer de l'autre côté, que ça soit des rédactions qui viennent te proposer des idées? C'est ça qui est intéressant et c'est quelque part le Graal. Tu veux dire pour qu'on me contacte, par exemple, sur LinkedIn ou autre et qu'on me dise j'ai besoin de toi pour des articles, c'est ça? Oui, mais pas forcément, que ça soit aussi quand on commence à piger pour une rédaction, on commence parce que Trouver nous, les on bons propose sujets. des idées. Et ensuite, c'est la rédaction qui Mhm. commence à nous proposer des sujets. Et c'est Bien plus sûr. à nous d'aller chercher les idées, ce qui est épuisant. Oui, c'est sûr. Je dirais que ce qui est important, c'est déjà de faire un point de base avec son client dès le départ ou quand la mission commence, ou même après, hein, assez régulièrement, pour comprendre les besoins actuels du groupe média, enfin du média. Parce que en fait, aujourd'hui, alors là, je parle principalement digital, mais on parle d'audience. Forcément, on va pas se cacher. Genre, il faut que les articles fonctionnent, hein. Voilà, faut faire du clic, c'est normal. Donc du coup, pour ça, ça change tout le temps, ça change continuellement. Le lundi matin, on peut avoir un top audience sur un sujet en particulier, mais le vendredi, c'est un tout autre sujet qui va cartonner. Donc vu que ça évolue, il faut quand même globalement être assez souvent en contact avec son client pour savoir ce qui fonctionne. Du coup, toi, forcément, par réflexe, tu vas commencer à proposer des sujets qui fonctionnent, qui sont dans le même style ou quoi. Donc tu vas générer de l'audience, donc ça peut plaire. Et après, à l'inverse, je pense que tes clients vont forcément te proposer, en fonction de ce qui fonctionne actuellement et des besoins, des sujets sur lesquels voilà, ça peut matcher. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Ok. Et toi, tu l'as dit au début, tu travailles pour les rédactions, mais tu es également rédactrice pour des marques. Donc, Oui, j'aimerais qu'on aborde un peu la diversification des revenus, surtout en ces moments où la pige est de plus en plus compliquée. complètement. Mais même pour piger pour des médias, je trouve qu'en fait, il faut diversifier déjà ses clients. Je dis toujours, il ne faut pas mettre tous Mhm. ses œufs dans le même panier. Quand j'ai Oui, commencé, je me souviens que j'ai d'abord bossé pour un client qui était super, hein, mais enfin, ça me rapportait 300 € par mois, donc c'était pas grand-chose. Mais ce client-là, je l'ai gardé longtemps et je vais y revenir après pourquoi. Et puis ensuite, j'ai diversifié et donc j'ai eu plusieurs clients. Euh, et, euh, et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu beaucoup de clients et j'en ai encore pour un même groupe. Mais j'estime que même si c'est le même groupe, c'est important d'avoir d'autres clients d'un autre groupe. Parce que même si tu as plusieurs clients d'un même groupe, on ne sait jamais ce qui peut arriver au groupe. Voilà. Donc, mm, du jour au oui. lendemain, bon, voilà, c'est comme pour un média. Donc, voilà, diversifier ces clients-là. Donc, pour s'assurer des revenus réguliers, mais aussi, en fait, tu vas avoir des clients qui vont te payer un montant d'articles conséquent, ou, voilà. Puis, tu vas en avoir d'autres où non, peut-être beaucoup moins, mais ils vont te garder longtemps et ils vont te proposer beaucoup de quantité. Et en fait, c'est là où il faut trouver l'équilibre.
prendre des clients qui vont peut-être pas te rapporter beaucoup, mais qui t'assurent quand même un revenu fixe, régulier, sur du long terme. Prendre des clients qui te rapportent plus, où là, peut-être que les missions sont moins régulières. Donc, par exemple, c'est mon cas pour la pub. Il y a un mois, je peux faire beaucoup d'articles pub et il y a un mois, je peux rien avoir. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le plus et forcément ça paye un peu plus. Et à côté de ça, j'ai des médias qui sont réguliers, qui vont moins me payer en termes de prix d'articles. Par contre, ils vont m'en commander beaucoup. Donc quand ils t'en commandent beaucoup, bah après tu t'organises en fonction de ton planning et puis donc du coup tu peux te répartir et donc tu as des revenus différents, des revenus élevés, des revenus moins élevés et qui viennent de différents clients avec différents groupes. Voilà. Donc je trouve que l'idéal c'est un petit peu de faire un mix-max de tout ça. Et voilà, pour s'éviter du stress, parce qu'en fait, ce qui est le plus stressant quand on commence freelance, c'est clairement les revenus. Et on le sait parce qu'au-delà de ça, il y a d'autres difficultés. Il faut pas le cacher. Quand tu es freelance et pour des médias, il y a des conditions de paiement qui sont parfois longues. 30 jours après le mois effectué ou 45 jours après le mois effectué. Donc, on peut se retrouver pendant 2 mois sans être payé, à attendre. On finit toujours par être payé, mais à attendre. Enfin, dans la plupart des cas, peut-être que certains ont eu des mauvaises surprises, pardon. Mais voilà, en tout cas, il faut aussi trouver des clients qui vont te payer tous les, par exemple, 5 du mois, et puis équilibrer avec ces clients qui vont mettre un peu de plus de retard. Ou alors après, trouver des solutions justement avec les clients pour faciliter ça, parce que c'est un stress supplémentaire, et si on peut se le retirer, c'est cool. Parce qu'on a tous un loyer à payer à la fin du mois. Je remarque que tu utilises beaucoup le mot client et pas employeur. Oui, parce que pour moi, c'est une collaboration. C'est Tu une n'es pas la collaboration seule à et qui on j'entends est. ça. J'ai des responsables, c'est des clients où j'ai à chaque fois des responsables avec qui je suis en contact direct. Mais j'estime que donc je leur dois des comptes entre guillemets sur bien sûr la qualité du contenu que je vais proposer. Mais pour moi, c'est une collaboration. J'ai besoin d'eux, ils ont besoin de moi. On travaille ensemble en fait pour proposer le meilleur et pour faire le maximum pour le média. Et, j'ai encore des questions, mais je ne te cache pas que dans le chat, ça prend. Il y a Louis Véro qui demande est-ce, est-ce que c'est pas dur de mélanger les genres entre communication et journalisme? Y a-t-il des problématiques qui peuvent se poser? Alors mélanger les genres entre des articles publicités et le journalisme, c'est ça? Journalisme et communication. S'il n'y a Attends, pas ça de a problème, coupé. si c'est pas un peu difficile je pense, de se retrouver si tu mélanges parfois tes articles communication et journalisme, et si c'est éthique, s'il y a des problèmes éthiques qui peuvent se poser si Alors, tu écris des je vais articles préciser quand comme je dis que j'écris pour des articles pub, donc communication, marketing, etc. Donc, en fait, c'est via des groupes médias que j'écris des articles de publicité pour des marques. Donc, les marques vont signer un deal avec un média pour qu'on puisse faire la promotion d'une nouveauté, etc. Et donc, moi, dans ce cadre-là, je vais écrire un contenu lifestyle, encore une fois. Donc, indirectement, ça va se rapprocher de ce que je fais au quotidien, sauf qu'on ne va pas traiter une actualité, on va traiter plutôt quelque chose, on va essayer de vendre un produit, de vendre quelque chose, une nouvelle offre, mais de manière sympa, quoi. De manière sympa, qui donne envie, etc. Donc, c'est pas difficile dans le sens où déjà il faut adapter son écriture, bien entendu, en fonction du média, du client, etc. Mais ça reste quand même dans l'univers lifestyle pour mes missions. Voilà, ça c'est et mon cas. c- et c'est pas dur de adapter ton écriture? Dur de comment? C'était pas difficile d'adapter ton écriture quand tu écris pour un article, même si c'est lifestyle, toi-même tu le dis, le ton est différent. C'est pas difficile Je parfois? vais pas dire que tous les jours j'ai l'inspiration et que ça fuse et voilà, hein, on a tous des moments de down, bien entendu. Et puis il y a la fatigue, etc. Donc oui, parfois, en fait, vu que c'est un métier où on doit tout le temps être focus sur les mots qu'on utilise,
sur le fait de ne pas faire de fautes. Et encore une fois, ça arrive de faire des fautes, l'erreur est humaine. Hein. Mais ça peut être difficile. Mais après, quand on aime ce qu'on fait, bah, je trouve que ça va. Donc voilà, après, il faut se challenger. Si ça devient difficile, il faut essayer de se dire, OK, pourquoi c'est difficile et du coup, peut-être écrire davantage de sujets, pas pour le boulot, mais à côté. Écrire peut-être juste des trucs du quotidien pour affiner sa plume. On peut aussi lire, on peut aussi s'inspirer d'autres journalistes qui vont avoir une certaine plume. Et puis du coup, bah, ça permet bah, de stimuler sa créativité et de trouver des idées. Et puis, moi, si je pouvais donner un conseil, quand je manque vraiment d'inspiration, vraiment, encore une fois, ce qui m'inspire, c'est que je me dis, OK, toi, là, demain, tu lis un article sur tel sujet. Comment tu as envie qu'il commence? Qu'est-ce que tu as envie de lire? Qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas cliquer déjà sur le titre et que tu vas te dire, OK, là, ça m'a donné envie quand même, ça a attisé ma curiosité. Et puis après, qu'est-ce qui me fait continuer l'article? Voilà. Après, c'est une question de goût, de genre. Voilà. Il y a des personnes qui seront plus attirées par une écriture très, comment dire, très sophistiquée, très chiadée, etc. D'autres vont préférer une écriture rythmée, fluide. D'autres vont préférer des touches d'humour. Donc voilà, ça varie. Et puis après, bah, c'est, je pense qu'il faut juste s'écouter. Oui, c'est un bon conseil. Je vais reprendre un peu les questions dans les chats. Il y avait Dalila qui demandait, quand tu parles d'écrire pour les lifestyle, si c'est un peu comme écrire pour Saptac, s'il faut se lâcher quelque part. C'est parce que c'est un peu moins. Franchement, se lâcher, Mhm. c'est- oui, franchement. Alors attention, dans la mesure, enfin dans la limite du Me possible, on encanta. va pas non plus utiliser un langage familier ou quoi. Et encore une fois, ça dépend du média. Ça dépend du média et de la liberté qu'on te laisse dans l'écriture. Euh, mais bien entendu que tu peux commencer ton article par quelque chose de fluide, une histoire, une anecdote ou une citation d'un grand. Moi, j'aime bien commencer mes articles par des citations, C'est cool ça. par des chiffres, des études. Je vais par exemple, je sais pas, 50% des Français ont un taux de concentration faible. Je sais pas, là je dis une stat au pif, hein, ça elle n'existe pas. Mais voilà, je vais commencer par écrire 50% point. Et après, je vais poursuivre en disant c'est le pourcentage de Français qui ont des difficultés à se concentrer au travail. Enfin voilà. En fait, ça coupe. Euh, la phrase est coupée, ok. L'article commence par juste 50%, donc c'est pas ouf. Mais en fait, ça donne du rythme à l'article. Et voilà, donc fais-toi plaisir. Alors peut-être pour un média ou un journal beaucoup plus classique, je dirais, journalistiquement parlant, on va pas commencer son article comme ça. Voilà. Voilà. Donc ça dépend vraiment de la cible du média, mais je trouve qu'en lifestyle, globalement, c'est cool de faire rêver, de faire du storytelling aussi. Bien entendu, en gardant la base du journalisme, donc en vérifiant ses sources, en partageant une bonne information, etc. Mais voilà, de se faire plaisir aussi, parce que du coup, ça va se ressentir dans l'écriture, dans l'article. Et puis, bah, ça va donner envie, quoi. Mais là, tu as raison. Et quand tu as dit 19%, c'est le pourcentage que je trouve ça, c'est très réseaux sociaux. Oui, Mais les on sources. voit. Alors, ça a coupé, pardon. Non, je trouve que de toute façon, dans la presse, et peut-être en particulier plus dans le lifestyle, on se nourrit pas mal de ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Ça peut être une bonne inspiration. C'est à toi de me dire parce que moi, je ne fais pas vraiment du lifestyle. Oui, complètement. Alors, je suis désolée, ça coupe un peu. Je sais pas si c'est mon wifi qui bug un peu, mais c'est super important de se faire confiance aussi et puis de voir par rapport aux médias. Et après, mais là, je crois que tu parlais des sources, tu revenais sur les sources. Là, non, là, c'est la façon de le présenter, de dire 19%, c'est le Ah oui, nombre de. bien sûr. Je Mais trouve ça, qu'on encore le une voit fois, je pense que c'est souvent. le style d'écriture. Et, Mm. et moi, j'ai été à une très bonne école, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai commencé dans des rédactions. Bah,
En l'occurrence, celle qui m'a beaucoup appris, c'est Glamour Paris et notamment Magali Bertin, qui est une de mes mentors. Elle m'a appris à écrire journalistiquement, mais pour des médias lifestyle. Dans le sens où en fait, en ayant fait des écoles de journalisme, on m'a appris à écrire journalistiquement, mais c'était presque trop. Ça manquait de saveur en fait. C'était bien, c'était voilà, c'était propre. Mais en fait, ce qu'on veut dans le lifestyle, c'est qu'on veut quand même un petit peu s'amuser, comme je dis, dans la limite du raisonnable. C'est Et une donc, presse du coup, plus c'est vrai qu'elle légère m'a quelque part. appris, je lui ai envoyé mes articles et elle me surlignait en jaune des phrases ou des mots. Et elle me disait, voilà, non, ça c'est non, ça dégage, c'est pas top. Ah va, franchement, tu peux trouver mieux, une petite touche d'humour. Et elle le faisait super bien, en plus avec bienveillance et humour. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que dès qu'elle me faisait un retour, je notais sur des post-it. Et le lendemain, j'essayais de corriger ça dans un autre article. Et ce que je faisais aussi beaucoup, c'est que j'allais lire ces articles je notais des syntaxes, des styles de phrases qu'elle pouvait avoir, des expressions, et je me disais, ah, c'est trop cool, et j'essayais de les remanier, de les réutiliser dans mes autres articles, et puis je faisais ça avec d'autres journalistes qui m'inspiraient quand je lisais les articles, je me disais, ah, j'aime trop cette expression, et encore aujourd'hui, je le fais, même quand je lis un bouquin ou quoi, je me dis, ah, mais ce mot, j'adore, cette expression, cette phrase, ce que cette personne vient de dire, je trouve ça trop beau, donc, ou trop cool, ou trop drôle, et donc, du coup, je le note, et après, j'essaye de le replacer. Je me fais presque des petits challenges où je me dis, OK, je le replace dans un article et ça va être cool, quoi. Et en fait, c'est peut-être un mot ou une phrase, mais du coup, ça va donner du peps à ton article. Ah, mais c'est super comme conseil. Utiliser les post-it, de surligner en jaune, de les trouver. Ouais, Ouais. et franchement, elle m'a beaucoup appris. Et puis aussi, bien sûr, la meilleure école, c'est d'écrire beaucoup, hein. Donc, plus tu vas écrire, plus tu vas augmenter tu vas définir ton style, savoir ce que tu aimes écrire, savoir ce que tu n'aimes pas écrire, et puis bah aussi gagner en productivité. J'ai une autre question. Il avait Marthe Léonie qui demandait quelle est la différence entre journaliste web indépendante et rédactrice web freelance. Bah, alors déjà, C'est indépendant freelance, précis. c'est la même chose. Voilà, Oui, je me déjà au dis c'est moins, la même enfin, chose. Donc, voilà, c'est journaliste à son compte. et Enfin, rédactrice, pour je moi, je le dirais vois comme plutôt. ça, hein. Euh, Indépendant freelance, on est à son compte. Donc voilà. Ensuite, différence entre journalisme et rédaction. Alors, Ça, c'est journalisme, une bonne on va question. bien entendu répondre au code du journalisme. Donc, du coup, on va traiter une information, actualité, ou en tout cas replacer un sujet avec une expertise. Et donc, du coup, avec des sources fiables, voilà, il y a un style journalistique à respecter, hein, les 5 W dans le chapeau, donc c'est qui, quoi, quand, où, comment, non, qui, quoi, enfin bon, voilà les 5 pourquoi. Ensuite, donc pour définir vraiment, et puis ensuite tu structures ton article d'une certaine manière. La rédaction, c'est plus large. La rédaction web, tu peux aussi bien écrire un article que écrire des pages, que écrire une newsletter, que écrire les pages d'un site web, que écrire les fiches produits d'un site de e-commerce, que d'écrire un livre, que d'écrire. En fait, la rédaction, c'est le global qui peut s'appliquer aux marques, qui peut s'appliquer à beaucoup de choses, à des sites de e-commerce, comme je le dis, etc. Le journalisme, bah forcément, tu traites d'une information et tu as des codes à respecter. Bon. Et il y a Romy qui demande comment est-ce qu'on trouve des piges? On contacte directement les rédactions via des mails génériques. J'ai travaillé 14 ans en tant que directrice de rédaction et je ne sais même pas comment est-ce qu'on cherche une pige. Alors, donc, comment contacter et trouver des piges, c'est ça? Oui, est-ce qu'il faut Ok. appeler à le mail générique d'une rédaction? Il faut trouver les mails de la rédactrice en chef, du chef Alors de déjà, service. l'idéal, c'est d'aller sur les sites que tu aimes, Mhm. donc des médias que tu aimes. Il y a toujours une page avec les rédactrices, les noms des rédactrices, les noms des responsables.
les noms des directeurs de la rédaction. Si tu trouves pas sur le web, tu peux acheter le magazine papier s'il y a une version papier. Et à l'avant, au tout début, dans l'ours, tu as vraiment tous les noms de toutes les personnes qui bossent à la rédaction. Après, bah, bien entendu, tu peux aller les chercher sur LinkedIn. Comme je disais tout à l'heure, n'ayez pas peur de stalker les gens sur LinkedIn. Enfin, il y a un moment donné, bon, pas tous les jours non plus, hein, mais voilà, d'aller chercher les noms, quel profil, voilà. Et même en soi, prospecter entre guillemets à l'aveugle. Hein. Je tapais sur LinkedIn journaliste ou responsable éditorial ou rédacteur en chef de tel média. Et en fait, forcément, bah, la recherche va être beaucoup plus simple. Et après, on regarde les profils. Ne pas hésiter à s'abonner, bien sûr, aussi sur les réseaux sociaux au compte professionnel, pas personnel, hein, attention. Et voilà. Et donc, bien entendu, généralement, on peut trouver donc soit via LinkedIn les mails ou les contacter via le chat, soit généralement il y a les adresses mail sur les sites des médias et ils sont très faciles à trouver, hein, les mails. Donc voilà. Après, je crois qu'il y a des applis qui permettent de trouver les mails encore plus facilement. Oui? Mais globalement, moi, je m'en suis jamais servi, mais c'est payant. Mais je m'en suis jamais servi. J'ai toujours trouvé assez facilement voilà, les contacts des mails en procédant comme ça. Après, bien entendu, dernière option, le contact du contact du contact. Ça marche toujours. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Faut demander, faut oser. Voilà. Et Oui. après, donc bien sûr, pour poursuivre dans la question, oui, on peut oser les contacter. Faut pas avoir peur de dire, voilà, je suis à la recherche de pige, proposition de pige en objet de mail. Voilà, avec quelques idées de sujets, pas trop non plus, et pas un texte trop long. Je me souviens quand j'étais responsable, je recevais des CV, et c'est vrai que j'aimais bien quand le corps du mail n'était pas non plus trop long. On va à l'essentiel, même si parfois c'est difficile de couper, mais voilà, et quelques idées de sujets, et montrer surtout sa motivation, et essayer de faire, de montrer qui on est dans quelques lignes, même si c'est pas facile. Et bien sûr, CV, voilà. Et puis après, essayer de tout faire pour trouver. Et puis pas hésiter à utiliser les réseaux sociaux pour parler de sa recherche. Hein. Je suis à la recherche d'un poste pour voilà, de la rédaction web, pour des piges, etc. Faut pas avoir peur. Voilà. J'espère que ma réponse te convient. Oui, et je vais préciser quelque chose parce que c'est vrai ce que tu dis. Il faut, quand on ne trouve pas sur les web, il faut aller sur sur l'ours des magazines. Et dans ces cas, ça fait un budget. Donc, on peut aller en France dans les bibliothèques. Là, il y a plein de magazines. Et là, Oui, bien sûr. ça Et va bien un entendu. petit Et puis, bon, tips. on peut aussi très rapidement ouvrir un magazine dans un point presse et regarder vite fait le nom. Hmm. Mais c'est mieux si on l'achète quand même, si c'est possible. Hop. Il y a Charlotte qui demande si on t'a déjà reproché cette double casquette des journalistes communicantes et comment convaincre les médias que l'un n'empêche pas l'autre. Parce qu'à elle, on l'a souvent reproché le fait d'être travaillé pour la communication et pour le journalisme. Alors, moi, certains vont penser que, bah, justement, que ça peut être négatif, mais je trouve qu'il faut voir le positif dans toutes les situations. Ça veut dire qu'on est multitâche, en tout cas sur ces deux Hmm. facettes-là, et qu'au contraire, qu'on est super performant, aussi bien dans la communication que dans le journalisme, aussi bien donc, en l'occurrence dans la rédaction et journalisme. Je trouve que c'est un peu dommage et que si on fait bien son travail, il n'y a pas de raison non plus qu'on qu'on nous le reproche. Et si les personnes nous le reprochent, bah, peut-être qu'elles sont pas suffisamment ouvertes d'esprit sur le potentiel. Donc, vaut peut-être mieux pas bosser avec. Hop. Il y a Dalila qui pose une nouvelle question. Si les sujets sur les voyages solidaires, est-ce que ça rentre dans le lifestyle? Le voyage solitaire, Solidaire. le voyage solo, quoi. Non, solidaire, de solidarité. Ah, Je solidaire, pense. pardon. Euh, Bah, alors oui, bien entendu. En fait, c'est toutes les thématiques voyage. Si
si tu fais des articles sur du voyage solidaire, ça peut être super intéressant, hein. Il y a sûrement certains médias qui seront intéressés pour ces sujets-là. Par contre, ça peut être peut-être un petit peu limitant dans le sens où tous les médias ne vont pas forcément faire des articles sur cette thématique-là, même si elle est super intéressante. Donc, du coup, si tu peux étayer un petit peu en faisant du voyage un petit peu plus global, avec des sujets solidaires, avec des sujets découverte, évasion, destination, etc., plus variés, ça peut peut-être te permettre d'ouvrir un petit peu plus de portes. Elle demande également si tu aurais une idée d'à qui est-ce qu'elle pourrait proposer un tel sujet pour un voyage solidaire. Je crois que c'est en Afrique. Euh, une idée de média lifestyle. Alors, un média engagé, ça serait mieux. Oui. Euh, euh, J'avoue que là, j'ai pas un nom qui me vient en tête. Mais elle peut m'envoyer un message sur LinkedIn et Mhm. je peux y réfléchir pour que je puisse. Là, ça me vient pas instinctivement. En fait, ça dépend. Après, faut pas hésiter non plus à proposer des sujets, même à des médias, voilà, lifestyle comme ceux pour lesquels je travaille, parce que ça peut matcher à un moment donné, hein. Donc, en fait, faut pas non plus trop se limiter. Ça peut aussi bien marcher pour un magazine comme Envol, le magazine d'Air France, Mhm. comme pour un média justement peut-être un petit peu plus engagé sur ces thématiques-là. Donc voilà, faut pas hésiter, je pense. Oui, je suis d'accord avec toi, il faut oser. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Hop, Amel qui demande, il vaut mieux contacter le rédacteur en chef ou le chef de rubrique? Ah, c'est une bonne question. Oui, Moi, je dirais merci Amel. que déjà, faut commencer par le responsable de rubrique, chef de rubrique. Parce que le rédacteur en chef, il en reçoit une quantité de mails que c'est pas sûr qu'il l'ouvre. Ou en tout cas, peut-être que si, mais il va peut-être le retransférer encore une fois à la responsable, chef de rubrique, enfin, peu importe. Là, bien sûr. Hein, donc, moi, je commencerai par le chef de rubrique et puis ensuite, si pas de réponse, tenter le rédac chef. Et ne pas hésiter aussi à relancer. Hein. Oui, ça c'est important, tu as raison. Ouais. Alors, Ah, pas toutes les semaines non plus, mais pas hésiter. tu relances une fois, deux fois? Ouais, deux fois, moi, je dirais. Oui, pareil, deux fois maximum. Après, j'estime que, bon, je pense que j'ai tenté. Et si la personne est intéressée par mon profil, peut-être qu'elle me verra et me recontactera. Et souvent, en rédaction, ce qui fonctionne bien, c'est quand il y a une recherche urgente de freelance, de journaliste, etc. On va tout de suite taper dans sa barre de recherche de mail, pige, CV, voilà, les mots-clés. Et donc, du coup, on va souvent rechercher dans ce qu'on a reçu déjà. Donc, bon. Et si par chance, on ouvre ton profil, enfin ton mail, bah voilà, tu peux faire partie de la liste. Donc, faut pas hésiter. D'accord. Il y Et puis a... surtout, regardez sur LinkedIn. Hein. Sur LinkedIn, il y a beaucoup d'annonces. J'essaye d'en repartager quand j'en vois. Mais voilà, il y a beaucoup d'annonces de Oui, ça piges, c'est de vrai. postes en CDD. CDI, c'est un peu plus rare, mais ça arrive bien sûr. Et voilà. Là, tu as raison, il y a de plus en plus d'annonces Ouais, je qui trouve. recherchent des pistes. Une question de Stéphanie. Comment se vendre quand on vient de la presse magazine papier? Ah, Ah, alors, bonne question. donc comment se vendre, c'est ça, Mhm. auprès d'un client? Bah, si on vient de la presse magazine papier, globalement, tu peux écrire sans problème aussi sur le web. Je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence. Bien sûr, ton écriture va peut-être un petit peu changer. Et encore, je trouve qu'aujourd'hui, dans les magazines papier, enfin, moi, j'ai déjà bien sûr écrit aussi sur du print et honnêtement, j'ai pas changé mon écriture beaucoup. Je l'ai plus changé pour m'adapter à la cible d'un média que vraiment pour le côté print et web. Donc, du coup, pour se vendre, au contraire, donc bien sûr mettre en avant toutes ses compétences et tout ce qui a été fait, etc. Et puis à côté, si c'est possible, essayer de faire un portfolio digital
avec tous ces contenus et puis se créer peut-être une partie blog ou voilà, ou en tout cas même sur LinkedIn, se créer sur la partie newsletter ou article, écrire des contenus pour montrer ce qu'on sait faire un petit peu, communiquer sur LinkedIn, parce que rien qu'en faisant des posts, on peut voir un petit peu ton style d'écriture et comment tu t'exprimes, Oui. etc. Et ça donne généralement envie. Donc voilà, je dirais qu'il faut un petit peu faire ça. Une bonne question de Olivier. Y a-t-il des sujets blacklistés par la presse lifestyle? Des sujets qu'on n'aborde pas normalement? Bah, encore une fois, ça dépend du média. Donc oui, ça Donc, peut arriver. Blacklisté, j'irai pas jusque-là. Je parlerai plutôt de potentiel d'audience. Sur un média, si on sait que tel type de sujet, ça fonctionne pas, exemple, sujet voyage, ça fonctionne pas pour tel média, bah, on va pas en faire, tout simplement. Donc, par contre, si à l'inverse, des sujets people, des sujets mode, des sujets beauté, des sujets psycho, ça cartonne, bon, bah, go. Voilà. Donc, sujet blacklisté, je dirais non, mais encore une fois, il faut quand même faire attention à la cible du média, à qui on s'adresse et ce que le média recherche. Ça sert à rien de proposer des contenus qui, globalement, si tu n'en as jamais vu sur le site, aussi, si on veut proposer des sujets pertinents aux médias, tout simplement aller sur Google, taper le nom du média, sur Google Actualité, pardon, taper le nom hmm, du média et regarder ce qui remonte. Et ce qui remonte, généralement, c'est les top sujets. Donc, voilà. Donc, ça donne une idée de ce que tu peux proposer. d'accord. Je vais laisser quelques minutes un peu les chats pour demander. Il avait Louis Foran qui m'avait envoyé des questions pour toi parce qu'il ne peut pas être présent au live. Et donc, il aimerait savoir comment est-ce que tu as noué tes premières collaborations parce qu'il trouve que c'est toujours compliqué, mais Mhm. plus compliqué encore dans les lifestyles. C'est vrai. C'est pas facile. Mes premières relations, je les ai nouées grâce au réseau et à mes expériences, clairement. Euh, j'ai même mes expériences courtes. Hein, j'ai toujours gardé contact, ou en tout cas juste en suivant sur les réseaux sociaux, avec mes employeurs, voilà, mes collaborateurs, etc. Et bien entendu aussi, j'ai activé beaucoup mon réseau presse. Donc j'avais l'opportunité quand même d'avoir beaucoup, de participer à beaucoup d'événements presse. Donc j'avais beaucoup de contacts avec les RP, attachés de presse, etc. Et donc du coup, forcément, c'est un peu une communauté. Journalistes, Hmm, attachés de presse, etc. Et en fait, à force, on se connaît tous de nom, on sait qui est qui. Et voilà, des attachés de presse peuvent aussi te proposer des opportunités pour écrire pour des médias, parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait des recherches, ou alors te mettre en relation avec des responsables, ou aussi bien te proposer d'écrire des communiqués de presse. C'est possible aussi, parce que des agences peuvent aussi rechercher une plume journalistique ou juste un rédacteur, rédactrice pour écrire des contenus. Donc, du coup, comment j'ai fait? Premièrement, réseau grâce à mes expériences professionnelles. Deuxièmement, participer, événements, etc. Et troisièmement, LinkedIn, hein, clairement. LinkedIn, les réseaux sociaux, se montrer, etc. Et parler de ce qu'on fait, parler de ce qu'on a envie de faire. Moi, je parle beaucoup, mais Moi voilà, à aussi, mes t'inquiète. potes, à mes proches, etc. Je dis, ben voilà, en ce moment, je suis sur ça, j'ai envie de trouver tel truc, j'ai envie de bosser pour ce média-là, j'ai pas peur de le dire. Puis bah parfois, ça marche. Donc, J'allais te poser justement la question, comment est-ce qu'on travaille avec les attachés de presse quand on travaille dans la presse lifestyle? Parce que quand même, c'est des métiers, c'est pas le même métier, mais c'est deux métiers qui vont un peu ensemble. Il faut bien s'entendre. Donc, comment est-ce qu'on ah, il faut travaille avec super eux? bien s'entendre. Bon, après, il faut pas non plus se forcer, hein. Euh, Mhm. mais si ça ne matche pas. Mais il faut super. C'est quand même super important parce qu'en fait, les attachés de Et ils presse, ils nous donnent vont des idées. t'envoyer des communiqués de presse sur les dernières actualités, sur les derniers produits sortis, et puis tu vas les voir.
en fait. Tu vas les voir à des événements presse. Bon, moi là, je suis loin, mais quand je rentre en France, j'ai toujours des événements presse, des déjeuners avec des RP que j'adore. Euh, et du coup, on fait le point, et voilà. Et puis après, je retrouve d'autres journalistes, etc. En fait, c'est un petit, c'est un petit groupe, quoi. Et donc, du coup, pour entretenir le lien, bah, c'est. Alors, faut pas hésiter, même si on n'a pas trop de contacts, à faire pareil que pour les trouver des piges ou quoi. Faut pas hésiter sur LinkedIn à contacter les attachés de presse, hein, et à leur dire voilà, je bosse pour tel média, ou alors j'ai pour projet de bosser pour tel média, j'aimerais étayer voilà, mes articles, j'aimerais proposer de nouvelles idées de sujets, etc. Et donc, alors c'est encore plus facile, bien sûr, quand on travaille déjà pour un média, mais voilà, ne pas hésiter à les contacter. Ils se feront une joie de te rajouter Oui. dans leur base de données, en fait. Faut pas en avoir peur, au contraire. Et toi, tu seras content de recevoir des mails avec les nouveautés, les dernières actus, etc. Et surtout, ça inspire des sujets, hein. Oui. Vraiment, souvent, hein. Donc, donc ça aussi, c'est une source d'inspiration, et bah, du coup, pas avoir peur de les contacter. Tu aurais un exemple de comment tu t'es inspiré d'un communiqué de presse pour l'un de tes sujets? Pas de dire je Bah, vais faire exemple littéralement très ce concret sujet. de ce matin, j'ai reçu Mhm. Oh, un communiqué de presse du groupe Expedia, donc Abritel, Hotels.com, voilà, groupe voyage. Et donc, pour un des médias pour lesquels je travaille, j'ai fait un sujet sur, en fait, il y avait une étude, ce groupe-là avait réalisé une étude, et ça disait que globalement, les nouvelles destinations des voyageurs pour 2026 avaient évolué, et les envies aussi, donc de se rapprocher plus de la nature, etc., avaient évolué. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, on en a parlé avec la responsable de Psychologie Magazine, on fait un sujet sur ça, quoi. Donc là, c'est un exemple, mais ça peut être un communiqué de presse sur Netflix. Et Netflix va me présenter les nouveaux contenus qui sortent la semaine prochaine. Et donc, du coup, je vais voir qu'il y a un thriller qui cartonne, etc., qui a l'air sympa. On sait très bien que sur plusieurs médias, ça fonctionne en ce moment. Bah, je vais proposer un sujet sur cette thématique-là. Donc, en fait, ça va donner des idées d'articles, et puis surtout avec des experts. Donc, il y a des études, des choses concrètes. C'est des. Voilà. hop, hein. Je vais te poser d'autres questions. Il y en a beaucoup, donc les gens qui sont dans les chats en train de poser des questions, je pense que Tant mieux, je c'est vais, cool. je vais répondre aux questions actuelles. J'ai celle de Rita et on va dépasser le timing. J'espère que, je sais pas si tu as quelque chose après. Et on va essayer de Euh, faire un peu court. oui, oui, bah écoute, on fait au mieux, hein. Il n'y a pas de problème, j'ai Ok. encore un peu de temps, il n'y a pas de souci. J'avoue, je m'attendais à des questions, mais là, c'est vraiment pas mal. Donc, ça veut dire que tu réponds très bien et les gens, ils sont très intéressés. Ok, Bah, c'est cool. Si on peut plus parler et mettre en avant l'univers du journalisme lifestyle, c'est trop bien. mais surtout, on voit des gens qui sont énormément des doutes. Il y a Rita, qui est journaliste, rédactrice depuis plus de 15 ans, elle me disait, et elle est très marquée musique et sortie parisienne. Donc, elle dit, c'est pas très loin du lifestyle. Mais elle a toujours un peu du mal à se vendre. Donc, elle aimerait savoir, elle m'avait demandé comment obtenir ses premières piges dans le domaine du lifestyle. Ça, un peu, tu en as parlé. Mais elle demande comment se démarquer. Est-ce Mm. qu'il a une thématique qui attire plus que d'autres? Comment est-ce qu'on peut sortir d'îlot? Est-ce il faut travailler le personal branding? Oh, mon anglais est Alors, horrible. bah, encore une fois, il y a plusieurs choses à mettre en place. Donc, comment se démarquer? Déjà par son style d'écriture. Donc ça se travaille. Et comme je disais tout à l'heure, il évolue tout au long de la vie, quoi, hein. Donc Hmm. plus on écrit, enfin moi, j'écris pas du tout de la même manière qu'il y a 10 ans, pas du tout. Et je pense que dans 10 ans, j'écrirai pas pareil non plus. Donc ça, c'est aussi cool. Donc se laisser la liberté de se challenger, de changer, d'évoluer et de faire mieux. Donc le style d'écriture, ça permet de se démarquer, bien entendu. La proposition des sujets, donc essayer de trouver des sujets assez pertinents pour le média que tu cibles. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mais voilà, essayer de cibler quand même des sujets qui ont un fort potentiel d'audience, ou en tout cas qui peuvent attirer l'attention du responsable ou du chef de rubrique.
quand il va lire ton mail. Donc encore une fois, pourquoi pas aller sur Google, Google Actualité pour essayer de trouver des inspirations ou tout simplement se rendre sur le site et de voir les contenus qui sont faits. On fait vite, facilement une analyse de ce qui fonctionne. Et ensuite, se démarquer, il y a aussi, bien sûr, la qualité des contenus que tu proposes. Donc, montrer ton travail sur les réseaux sociaux via un portfolio et pas avoir peur de se montrer parce qu'en fait, comment dire, faut pas avoir peur de la concurrence. La concurrence, elle est là et elle va toujours être là. Donc, c'est sûr que c'est important de se démarquer, mais pour se démarquer, il faut aussi savoir se montrer, oser, même si c'est parfois un petit peu difficile. Donc, du coup, montrer son travail sur les réseaux sociaux, ça, c'est trop cool. Et puis, bien entendu, pour se démarquer, il faut essayer d'évoluer aussi avec son temps, il faut se challenger, il faut lire, il faut écrire beaucoup, travailler sa plume, enfin tout le temps être en apprentissage, enfin dans la mesure du possible. Je dis pas qu'il faut tout le temps bosser, il faut profiter de la vie aussi. Mais mais voilà, mais voilà quoi. Donc du coup, je dirais que pour se démarquer, c'est un peu les points essentiels. J'en parle beaucoup dans ma formation. Est-ce que il y a des sujets qui attirent plus toi, tu donnes des conseils de comment trouver des idées de sujets, ce qui est précieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas comment faire. Mais est-ce que dans ton flair, tu sais qu'il y a des sujets qui sont plus appréciés que d'autres ou tu te dis là, ça va passer beaucoup mieux? Bah, à force de travailler avec les médias pour lesquels je travaille, forcément, je sais ce qui fonctionne un petit peu plus sur le site. Donc, du coup, mais ça, tout le monde peut le voir, en fait, en allant sur le site du média qu'on aime. On voit le nombre de sujets qu'il y a, soit sur de la mode, soit sur de la beauté, soit voilà. Et on va voir qu'il y a des thématiques similaires. Mais même en allant sur Google Actualité, regardez bien dans la catégorie, moi, c'est pour vous, forcément, mais c'est lifestyle, c'est un petit peu plus de contenu lifestyle. On voit tout de suite ce qui remonte par période. Il y a des périodes, ça va être plus des sujets santé. Il y a des périodes, ça va être plus des sujets bonheur. Il y a des périodes, ça va être plus des sujets tendance, minceur. Bon, classique, après, il y a les marronniers. Hein. Avant les fêtes, Oui. tout le monde veut se faire une détox. Après les fêtes aussi. Donc voilà, c'est des sujets comme ça, mais là je donne des grandes lignes, mais bien entendu, je pourrais pas donner une réponse précise parce que sinon je vais aussi trop orienter sur les médias pour lesquels je travaille et ce qui nous fait des bonnes audiences. Mais globalement, il y a plein de moyens aujourd'hui quand même de voir par soi-même ce qui fonctionne. Et puis surtout, en fait, il faut se faire confiance encore une fois à soi-même. Dans ton quotidien, là, qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Quelles sont les questions que tu te poses en ce moment? Sur toutes les thématiques confondues, quoi. Si tu as un coup de mou, par exemple, ou t'en peux plus de ton travail, tu es en burn-out, etc. Ok, tu peux proposer un sujet super cool qu'on n'a peut-être pas déjà vu sur le burn-out, un angle un peu différent, quelque chose de plus original, ou alors un truc plus concret sur des études et des chiffres qui font flipper. Enfin, voilà. Donc, pour moi, c'est s'inspirer aussi du quotidien, c'est cool. Il y a Mel qui demande quand les médias cherchent quelqu'un en CDD, on peut tenter de proposer des piges. Ah oui, complètement. Alors, bien entendu, il y en a certains qui vont déjà mettre dans l'annonce pour les freelances, ne m'envoyez pas de CV parce que forcément, ils veulent aller droit au but. Donc ça peut se comprendre aussi. Euh, mais, euh, mais globalement, pourquoi pas essayer? En fait, je pars du principe, pourquoi pas tenter, quoi. En fait, qu'est-ce qu'on risque? Mhm. Oui, Donc, pareil, je vraiment. pense. Euh, et puis, enfin, ce qui peut arriver aussi, c'est que ils vont te répondre, ah bah désolé, on ne recherche pas de freelance, mais par contre, j'ai peut-être un collègue à telle rubrique qui recherche. Donc, ouais, non, moi je dis, faut tenter. Hein. Oui, en Espagne, on dit, on a déjà le nom. El no ya lo tienes, ¿qué pierde? Qu'est-ce qu'on perd? On Il n'a y rien à a, perdre. ouais, il y a Mel qui pose une autre question. On te demande souvent de faire du terrain quand tu n'es pas sur place. Comment tu traites d'inactualité avec des sources ouvertes? Je peux Ah, faire du terrain, ça m'arrive bien mhm. sûr, ou participer à des événements et traiter une actualité. Et d'ailleurs, c'est trop cool parce que je peux Ah, participer à des événements et c'est trop bien.
Mais bien sûr, en étant à l'étranger, c'est bien entendu plus difficile. Donc là, globalement, c'est beaucoup de communiqués de presse et d'échanges avec les experts. Voilà, je vais faire des interviews, etc. Je vais échanger avec les attachés de presse sur leurs dernières actualités. Et puis surtout, je vais voir l'actualité à l'international, les sujets qui sont en train de remonter à l'international. On peut aussi voir avec l'AFP, hein. C'est le meilleur moyen de voir ce qu'il faut traiter. Et du coup, bah, après, partir sur un article en fonction de ça. Donc, du coup, ce que je fais bah, à distance, mais en fait, on se rend compte que beaucoup de choses se font à distance finalement aujourd'hui. Donc, il n'y a plus trop de limites. C'est comme prendre pour excuse qu'on est loin et du coup, ça va être difficile avec le décalage horaire. Moi, je pars du principe qu'il faut toujours trouver le côté positif de chaque situation. Quand je suis partie à l'étranger, je me suis dit, mais en fait, c'est pas une faiblesse d'être pas au même fuseau horaire que mes clients, c'est une force parce qu'en fait, je vais leur proposer de faire de l'actu avant qu'ils se réveillent. Donc les articles seront en ligne au moment où ils vont se réveiller. Donc du coup, dans leur boîte mail, ils auront un article. Donc ça, je pense que c'est très plaisant pour un client quand il te donne une deadline, mais que du coup, tu as quelques heures d'avance sur ta deadline. Parce que toi, tu te cales par rapport à ton jour, mais du coup, si tu respectes la deadline, bah, c'est gagnant pour toi. Parce que du coup, il va croire que tu l'as envoyé en avance. Donc ça, c'est cool. Et pour ce qui est de traiter l'actualité, bah, du coup, les gens, quand ils vont prendre leur petit-déj, bah, toi, ça fera déjà 3 heures que tu auras publié l'article. Donc l'article, il a plus de chances de faire de l'audience. Donc voilà. Donc moi, je pars du principe qu'il faut jamais voir les choses comme quelque chose de négatif. Tu peux toujours trouver quelque chose de positif. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça revient un peu à, tu nous expliques quelque part comment tu t'organises à distance. Oui. Alors, Mm. c'est vrai, oui, principalement, j'ai des clients et je traite l'actualité en priorité le matin. Et au-delà de ça, pour moi, dans mon organisation au quotidien, c'est trop bien parce que jusqu'à à peu près 14 heures, heure vietnamienne, je n'ai aucun contact avec mes clients. Zéro. Pas de mail, rien. Donc, du coup, je suis focus. Donc, ça, c'est cool. Il y a Olivier qui nous demande, te demande, es-tu sensible à des sujets comme les médecines alternatives, le recours croissant à des coachs intuitifs, etc. Ça dépend encore une fois du média et de ce qui est fait, de ce qui fonctionne, mais bien entendu, les médecines alternatives, je parlerais plutôt de médecine naturelle. On va dire que ça fonctionne un peu plus. Euh, de la naturopathie, de ces choses-là aussi, par exemple. C'est des sujets qu'on traite beaucoup en lifestyle et ça marche très bien. D'accord. Et lui, il a une autre, parce qu'il avait posé pas mal de questions et j'avais pas pu lui donner une place. Il demande les rédacteurs de contenu qui deviennent leurs propres médias et autres ghostwriters, ne vont-ils pas finir par faire disparaître le métier des journalistes? Je pense il parle surtout des journalistes lifestyle. Euh, Bah, je pense pas parce que c'est des choses différentes. La rédaction, enfin, ça se rejoint, mais la rédaction, les ghostwriters, tu n'as pas la même cible de clients. Tu peux, hein, Mhm, mais pas toujours. Donc, encore une fois, c'est important, je pense, de se démarquer dans son style d'écriture, dans les sujets proposés, par son expérience, par sa visibilité, pour, euh, pour se différencier. Mais non, il y a de la place pour tout le monde, non? mhm. Et il avait une autre question. euh, Est-ce que le public ne peut pas se laisser confondre entre la publicité et un article de presse lifestyle? Non, parce que généralement, c'est précisé. Contenu sponsorisé. Voilà. Donc, si soit en début, soit en fin d'article, donc du coup, on sait si le produit, si l'article a été payé par une marque. Et Dalila, celle-ci, c'est la dernière question. Dalila demandait comment est-ce que tu négocies tes piges, tes forfaits? Est-ce Mon que, forfait prix. oui, est-ce qu'on peut négocier ça? Il y a des magazines où ils veulent pas trop. C'est pas une mauvaise question, je trouve. Ah non, non, c'est une très bonne question.
Comment définir mon prix? Alors, c'est très difficile parce qu'au début, quand je me suis lancée freelance, j'ai fait l'erreur que tout le monde, enfin, je pense beaucoup de freelance font, c'est-à-dire que on préfère se mettre un forfait moins cher, moins élevé pour se démarquer. Sauf qu'en fait, on va attirer des clients, C'est au contraire. euh, voilà, mais Mm. forcément, on va pas être payé à la valeur de ce qu'on vaut, tout simplement, à notre valeur. Donc, du coup, ça peut marcher au début, mais après, bon, ça peut être compliqué. Donc, il faut toujours essayer de trouver le prix qui correspond à ses compétences, à son expérience. Voilà, c'est pas facile. Après, à côté de ça, on va pas se mentir. Généralement, dans les piges, c'est pas vraiment les journalistes qui fixent leur prix, hein. C'est les médias. Tu acceptes ou tu acceptes pas. Voilà. Mais encore une fois, ce que je dis, c'est que l'idéal, c'est, bon, bien sûr, éviter d'accepter un article en dessous de 15 euros, hein. Genre, voilà. C'est Mais, même pas les minimums syndicaux. en fait, encore une fois, varier les sources de revenus et surtout essayer de voir long terme. Si un client te paye 30 euros l'article, certes, c'est pas beaucoup, mais par contre, s'il t'en commande 100 par mois, ça peut vite faire monter la facture. Donc, du coup, c'est pas mal. Parce que, bien entendu, si cet article est payé 30 euros, il va pas forcément. C'est pas un article de 5000 signes. C'est pas un article de 5000 signes, c'est quelque chose de court, de 300, 350 mots au maximum. Voilà, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, mais voilà, qui va pas te demander non plus normalement beaucoup de temps. Donc, je pense que l'idéal, c'est de varier entre les clients qui te payent un peu plus, les clients qui te payent moins, mais qui te commandent beaucoup, et surtout varier les sources de revenus. Donc, pour définir ces prix, vraiment, avoir toujours un forfait fixe à la journée, mais aussi à l'heure en fonction de tes compétences. Comme ça, si on te pose la question, tu sais, tout simplement. Et puis après, avec les médias, t'as pas trop de choix généralement, hein. Donc c'est soit t'acceptes, soit t'acceptes pas. Mm. Tu peux négocier, bien sûr, au bout d'un certain temps. Tu peux demander une revalorisation. Mais ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que si ça marche bien avec un média, tu peux être recommandé pour un autre média du groupe. Et du coup, tu multiplies comme ça tes clients. Donc Oui, ça ça c'est peut être important. aussi voilà, un moyen de se diversifier. Oui, là tu as raison parce que moi j'ai pris pas mal d'articles au passé qui étaient payés moins cher que d'autres, mais je les faisais en 4 heures. Donc dans les cumuls, c'était de la pige facile. Exactement. Et puis, Mm. après, tu as d'autres médias ou marques qui vont te payer très, très bien, entre 100 et 200 euros un article pour quelque chose que tu peux faire rapidement. Et ça, Mm. c'est tout bénef. Oui, Donc, ça arrive. encore une fois, faut varier et surtout demander aux médias leurs tarifs. Parce que eux, ils vont te le demander, mais si toi tu prends le lead, c'est toujours aussi intéressant. Comme ça, tu sais si tu perds ton temps ou pas, si tu es prête à donc demander le prix et puis aussi demander quelle est la quantité qu'ils vont te demander potentiellement. Parce que comme ça, du coup, tu peux vite faire le calcul. Un moment. Écoute, c'est la dernière question. Là, et ensuite on va couper. Il y a Dalila qui demande pour les frais, les déplacements. As-tu, as-tu déjà avancé des frais, des déplacements avant de vendre ton sujet? Non, jamais. Moi, ça m'a jamais Non, arrivé. non, j'ai pas avancé les frais ou alors on a mis, enfin, tout était défini en avance. Euh, et puis, en fait, de toute façon, enfin, tu n'as pas avancé de frais. Après, si tu fais partie d'une entreprise, tu feras des notes de frais si besoin en fonction de ce qui a été dépensé en plus. Mais à aucun moment, si par exemple on te demande, un média va te demander d'aller, je sais pas, à l'autre bout de la France pour aller faire un sujet sur un article, il faut que ce soit défini avant que combien ça coûte et que bien entendu c'est eux qui te prennent ton billet d'avion, enfin ton billet de train, Hmm. qui prennent en charge les frais, ou en tout cas que tout soit clair et qu'ils te disent ok peut-être que tu vas avancer l'argent mais tu auras le paiement à telle date. Enfin, faut que tout soit clair parce que mais bon,
Je trouve pas ça très honnête. D'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Il n'y a jamais Parce qu'en plus, tu couvert vas mes avancer propres des frais frais. sur un article où tu n'as même pas encore été payé. Donc non, hors de question. Mm. Donc, moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui doivent le faire, mais malheureusement. Mais c'est comme tu dis, t'as pas encore été payé. Au moins, ils peuvent te faire une avance des frais, pas tout, mais une partie. Oui, Ava, voilà, une des frais, la moitié éventuellement, mm, si vraiment c'est difficile. Mais bon, généralement, ça c'est plutôt carré. Ava, on t'a retenu pendant 1h15. C'est la première fois on dépasse des 15 minutes. Ça a été hyper intéressant, même moi qui j'ai pas mal d'expérience, j'ai pas dans le lifestyle, mais j'ai fait un peu de lifestyle, j'ai appris énormément de choses, même des choses que je pourrais appliquer pour mes sujets société et Bah, écoute, c'est reportage. super, je suis contente. C'était un plaisir de partager ces conseils et de parler avec toi et voilà, avec toutes les personnes qui étaient sur le live. Je pense que tu auras pas mal de questions en privé sur LinkedIn. Oui, bah, je suis preneuse. Je répondrai à mon rythme, par contre. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'avec le décalage horaire, parfois c'est pas Voilà. facile. Mais je vais te dire au revoir et je te remercie encore une fois d'être venu avec nous. Et, Un grand merci. j'incentive, je pense un peu en espagnol aujourd'hui. J'encourage, c'est les mots que j'ai trouvés, j'encourage les gens à te poser des questions, à aller te parler et à te suivre surtout sur LinkedIn parce que tu donnes énormément de conseils. J'ai adoré ta série d'été. Donc, j'encourage aussi les gens qui essayent sur ton profil LinkedIn, regarder ta série d'été que tu avais fait Ah, sur les merci, c'est voyages. gentil. J'ai adoré ça, vraiment. Trop cool. Et je te dis à très bientôt. Oui, à bientôt, merci. Ciao. Hop. Et au reste, je vous remercie d'être venus. Vous avez posé énormément de questions. Je m'attendais à pas mal de questions, mais là, ça a été pas mal. J'espère avoir répondu toutes les questions. Mais si j'ai laissé une ou deux, encore une fois, vous pouvez contacter Ava. Elle sera disponible. Et pour les prochains tips en pige, j'ai quelques idées sur la diversification. Il y a pas mal de journalistes, pigistes qui aimeraient diversifier avec la formation. J'ai une autre idée de tips en pige autour du journalisme sportif et surtout retransmettre. Je me rappelle pas les noms en français, mais bon, parler lors des maths. Donc, je ferai la semaine prochaine un sondage et comme ça, vous pourrez me dire qu'est-ce que vous préférez. Également, j'avais une idée pour un autre type sans pige autour de journalisme d'investigation dans des endroits un peu à conflit. J'ai quelqu'un qui pourrait vous intéresser. Donc, je vous dis merci beaucoup. À la semaine prochaine sur LinkedIn pour les sondages. Et probablement d'ici 3-4 semaines, on fera les prochains lives. Merci beaucoup à tous. Au revoir.